aussi, bien sûr, après. Euh, D'abord, juste une petite remarque, hein. C'est désormais Stéphane Breton qui dirige le CRAL, le Centre de recherche sur les arts et le langage, assisté avec la directrice adjointe Yolène Escambe. C'est suffisamment chronophage pour leur rendre hommage. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Parce que je te remercie. Tu as fait en quelques minutes, je trouve, une sorte de résumé de mon parcours qui me touche beaucoup parce que tu as d'emblée mis le doigt sur tout ce qui me semble important, à savoir une croisée fragilisante des disciplines. Hein. Chaque fois que vous êtes entre les lignes, hein, pour reprendre voilà, moi je suis un peu la bête entre les lignes, d'accord, comme le titre de mon livre. Et donc, quand on est dans cet entre-deux, c'est pas toujours confortable. C'est très excitant, c'est très stimulant. Parce que voilà, on a un peu des tentacules et des pseudopodes qui vont partout. Mais évidemment, on ne peut pas se dire spécialiste d'anthropologie perspectiviste, d'études religieuses, d'études littéraires, et quel type d'études littéraires en plus, quel type de philo. Donc moi, on va dire que je me sens à peu près spécialiste d'études de lettres et de philosophie, et encore, je ne suis pas non plus une stylisticienne, je ne suis pas une narratologue de génie. En philosophie, voilà, j'apprécie énormément un certain nombre de philosophes et de courants comme l'herméneutique, la phénoménologie, etc. Mais il y a d'autres courants que je connais très mal, comme la philosophie analytique par exemple. Donc c'est toujours c'est très bancal, hein, j'allais dire, ce positionnement théorique. Et en réalité, moi je pense que dans mon approche de la question animale, j'ai été influencée par cette espèce de délogement initial ou de ma pente naturelle et culturelle et historique à pas être toujours là où je suis, à être toujours un peu déracinée ou un petit peu à côté. Et il se trouve qu'il y a des sujets de recherche qui sont ce que j'appelle des non-sujets en réalité. C'est-à-dire qu'avant qu'on les trouve, je ne dis même pas qu'il faut trouver une réponse à une question. Je dis que avant de trouver certains sujets de recherche, on met du temps parce qu'ils n'existent pas, ils ne sont pas encore formalisés par la recherche. Et c'est ce que j'appelle, moi, les non-sujets. Alors, les sociologues parlent parfois de petits objets en sociologie quand ils vont aller étudier voilà, des micro-actions, des relations, par exemple, les liens faibles entre les gens, au lieu des liens forts, les liens familiaux qui seraient les liens forts. Les liens faibles, c'est quand vous allez chez votre boulanger ou votre boulangère que vous achetez du pain. Euh, et donc, vous voyez, il y avait, je dirais, une certaine façon pour moi d'aborder le continent de la pensée, de la réflexion intellectuelle et de la recherche scientifique, qui était déjà entrecroisée, j'allais dire, entre des disciplines qui n'envisagent pas l'animal de la même façon. Alors, tu vois, Galia, je pense qu'on peut peut-être rebondir aussi là-dessus, au sens où, euh, quand tu es en philosophie, moi je pense que je suis donc voilà, à la frontière ou à l'entrecroisement, à la croisée des chemins entre la philosophie et les études de lettres, voire peut-être la littérature, parce que le style importe beaucoup pour moi. Mon écriture me fait penser, et parfois elle m'empêche même de penser parce que je ne trouve pas le bon mot, etc. Là, c'est intrinsèquement lié. Et donc, déjà, en philosophie, la question animale, l'animalité, l'animal, les bêtes, vous voyez, tout ça, c'est déjà des mots que j'emploie qui ne sont pas les mêmes, d'accord? Et en philosophie, il y a différents courants pour aborder ce type de questions. Et moi, en plus, je viens rajouter les études de lettres. Et qu'est-ce que c'est les études de lettres? C'est se pencher sur un terrain ou de se faire accompagner, me concernant, par des auteurs qui deviennent comme des parts de moi-même, qui se métabolisent en moi, que ce soit comme Proust dans la fascination et l'adoration de l'écrivain préféré qui est toujours chez Proust qu'on profane et qu'on blasphème, hein, parce que chez Proust, il n'y a pas d'amour sans blasphème. Et puis de l'autre côté, il y a aussi, on métabolise des écrivains qu'on n'aime pas, des penseurs qu'on n'aime pas, qui nous frappent, qui nous font du mal, mais qui nous font avancer. Parce qu'il y a aussi
le fait de se dire que je ne suis pas d'accord avec tel écrivain ou avec tel penseur, ou que tel écrivain me plaît et que j'adore sa littérature, mais par exemple dans son parcours historique, je vais être troublée. Je pense à Giono, à Malaparte, par exemple, qui sont des auteurs fondamentaux, et notamment Giono pour moi en ce qui concerne l'animalité, et évidemment aussi Malaparte, euh, voilà, où l'animal est omniprésent dans son œuvre, et qui ont voilà, des parcours que je ne respecte pas, des parcours de vie, et en même temps que je ne condamne pas en bloc, hein, je parle de certaines périodes, etc. Et donc voilà, peut-être fragilité de se situer dans l'entre-deux. Alors, ce que j'aimerais faire avec toi maintenant, c'est entrer tout de suite en matière littéraire et voir comment ça marche. Donc, si tu peux nous démontrer cette fragilité, mais en lisant ces quelques passages que tu as proposés, que tu nous as gentiment proposés de Proust. En fait, tu m'as dit dans notre conversation préparatoire, tu m'as expliqué que quand toi, tu as commencé à repérer les passages de l'animalité chez Proust, d'autres chercheurs t'ont dit ah, c'est bizarre, il y a aucun animal, aucune bête chez Proust. Mais tu as montré tout le contraire, c'est tout le contraire, il y a des bêtes chez Proust. Et tu as repéré quelques passages pour nous. Je vais partager mon écran pour vous montrer ces passages, pour que vous puissiez le lire avec. Anne, est-ce que tu peux lire ces passages et commenter? D'accord. Alors, Je vais Gaëlle, mettre... il y a des passages qui sont assez longs, donc et on va peut-être, ce que je te propose, mais tu me dis si tu en es Ils ne d'accord. sont pas si longs que ça. Il y a les quatre passages ou le six, sept petits passages que tu D'accord. as proposés sur l'exemplier. Ok, alors je les lis tous à la file comme ça et je les commente ensuite. C'est à toi de voir. Peut-être tu voudrais commenter l'un après l'autre. Je ne sais pas. C'est à toi de voir au fur et à mesure de ta lecture. Voilà, donc je partage l'écran avec vous tout de suite. Et voici. Ok, bon ben je commence. J'agrandis un tout petit peu, voyons. Est-ce que vous voyez... Non, c'est trop grand là et c'est mieux. Voilà. Super, merci beaucoup Galia. Alors je commence donc par une citation qui se trouve dans À la recherche du temps perdu, le premier volume. Mais alors, je vous situe quand même le passage très très brièvement. On est au début de la recherche du temps perdu, comme vous le savez, c'est des milliers de pages. Et puis, on est à Combray, voilà, dans un petit village où habite le héros ou le protagoniste, qui est aussi le narrateur. Et pendant les vacances, il est chez sa grand-tante. Voilà. Et il y a une bonne, une domestique qui s'appelle Françoise, qui se révélera un personnage fondamental de la recherche. Eh bien, elle fait des délicieux repas. Et le narrateur, toute la famille adore ces délicieux repas, avec un samedi d'ailleurs un peu particulier, avec des heures différentes, etc. Et puis un jour, il surprend Françoise en train, je dirais dans l'avant-cuisine, dans la... il la surprend en train de faire quelque chose pour préparer son repas. Le jour où je descendis à la cuisine était un de ceux où la charité de Giotto, c'est la fille de cuisine, c'est l'aide qui aide Françoise, et Françoise martyrise cette pauvre fille de cuisine, cette pauvre charité de Giotto, comme l'appelle Swann. Le jour où je descendis à la cuisine était un de ceux où la charité de Giotto, très malade de son accouchement récent, ne pouvait se lever. Françoise, n'étant plus aidée, était en retard. Quand je fus en bas, elle était en train, dans l'arrière-cuisine qui donnait sur la basse-cour, arrière-cuisine, basse-cour, vous voyez, en bas, on descend, elle était en train de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais accompagnée par Françoise hors sale bête, mettait la sainte douceur et l'onction de notre servante un peu moins en lumière qu'il n'eût fait au dîner du lendemain, par sa peau brodée d'or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d'un ciboire. Quand il fut mort, Françoise recueillit le sang qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de colère, et regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois, sale bête. Je remontai tout tremblant. J'aurais voulu qu'on mît Françoise tout de suite à la porte.
Mais qui m'eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même ces poulets? Alors, je pense que je vais rebondir un petit peu à chaque fois sur voilà, sur chaque citation, pas trop longtemps, mais je vais quand même les lire à la suite, pour vous expliquer un peu pourquoi je les ai choisies, hein, et pourquoi elles s'enchaînent, hein, en quelque sorte. Donc là, ce qui me semble important en termes zoopoétiques, c'est évidemment un contraste burlesque, grotesque, mais en même temps tragique et dramatique, mais aussi en même temps, troisième couche, mystique, religieux, chrétien, qui est celui de la chasuble, le jus précieux, le ciboire, etc. On est dans un champ lexical de la liturgie catholique. Et donc, on est dans un texte qui parle de quoi? Qui parle de la mise à mort. Et ça, c'est très intéressant parce que chez Proust, il y a plusieurs façons d'envisager la présence des bêtes dans son œuvre. Il y a le rapport à la mort qu'on va retrouver aussi tout à l'heure avec l'agonie de la grand-mère et avec le fameux lapin qui crie, qui a donné le nom, le titre de ma conférence. Il y a la question de la violence sociale. Vous allez voir que les bêtes sont associées à la violence sociale parce que les humains étant animaux, voilà, on a en nous une animalité euh, qui fait qu'elle peut être satirisée, cette animalité, euh, par Proust. Et il y a deux autres points. L'un qui est un peu relié à la mort, qui est celui de la souffrance et du sadisme. On va y revenir là tout de suite. Et puis, il y a la question de l'altérité. Ce fait extraordinaire qui fait de Proust, à mon avis, un écrivain extrêmement particulier, extrêmement singulier, alors que c'est le plus considéré comme le plus grand écrivain du XXe siècle. Hein, si vous demandez à des auteurs contemporains de citer un auteur qui les a le plus marqués, ce sera Proust. Euh, eh bien, c'est un des rares auteurs qui rend aux bêtes leur altérité. C'est-à-dire très souvent, on est dans l'empathie, les écrivains pensaient à Colette, les dialogues de bêtes, pensaient je ne sais pas moi, à Pierre Gascard, on pourrait penser aujourd'hui à je ne sais pas, à Marie-Hélène Lafon, par exemple. Très souvent, on est dans l'empathie avec les bêtes parce que justement, en plus, on vit un moment de notre époque où il y a une souffrance animale liée à l'agroalimentaire et l'industrie terrible. Eh bien, Proust, il met les bêtes à distance, il ne se met pas dans leur peau, il les considère de l'extérieur. Alors, donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, dans ce type de texte, en termes thématiques, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un mélange de registres thématiques qui sont étonnants. On a affaire à une sorte de sacrifice, d'accord, avec le vocabulaire, qui est le vocabulaire de l'Eucharistie, de l'hostie, etc., qui sont employés. Elle recueille le sang, d'accord, qui coulait, etc. De quoi on parle? D'un poulet qui est une sale bête, d'accord, qui a perdu, qui continue à courir. Et on se rend compte, on a affaire donc à une des nombreuses révélations de la recherche, puisque à la recherche du temps perdu, c'est un livre qui fonctionne de surprise en surprise sur des espèces de moments de vie où le narrateur découvre un certain nombre de choses et découvre notamment que les autres sont snobs, minables, sadiques, trompeurs, etc. Donc il a tout le temps les yeux qui se dessillent, ou qui sont juifs, ou qui sont homosexuels, puisque la question de la judéité ou du judaïsme et de l'homosexualité dans ce rapport de fascination, d'adoration et de blasphème qu'est celui de Proust, qui était juif et homosexuel, c'est aussi une des thématiques, des grands moments de la recherche où il découvre des choses. Et donc là, dans cette découverte, on découvre que Françoise est sadique, mais en réalité, elle fait ce qu'elle peut, elle fait la cuisine, et on découvre que le narrateur est lâche. Hein. Et on est au tout début de la recherche. J'ai une Et question à te poser, pardon. En fait, là, je vois que Valérie Laskov, bonjour Valérie, dit avec la différence finale entre poule et poulet, qui dit que te mise l'animal. Donc, il y a poule et poulet dans le passage. Et en fait, je voudrais justement te poser une question sur le langage. Tu as beaucoup insisté dans les textes que j'ai lus sur l'usage que fait l'écrivain de la langue, de ses verbes, de ses adjectifs, pour entrer dans cette sensation, non pas pour produire la sensation chez le lecteur, mais aussi pour entrer physiquement
pour incorporer, en rendre le texte le corps de cette sensation en quelque sorte. Est-ce que tu peux en dire un mot? Il y a le passage où le passage de l'Eucharistie ou le passage du sang qui coule est un passage qui, à l'oreille qui n'est pas sensibilisé au français même. Et ce passage-là, il y a une allitération, on peut entendre la sensation physique, en quelque sorte. Donc, ma question porte sur le rôle de la langue ou de l'instrumentalisation de la langue dans le rendre sensible. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si tu veux, rien qu'au niveau du point de vue, de la perspective adoptée en termes narratologiques, on n'est pas à l'intérieur du poulet, d'accord? On est à l'extérieur avec quelqu'un, le narrateur qui observe quelqu'un d'autre, donc il y a une espèce de médiation en train de courser un animal mort, hein, ça c'est le fantastique proustien. Donc tu vois, ta question elle est intéressante parce que la simple question du point de vue avec cette double focalisation en quelque sorte nous montre que au sein même du quotidien, de la cuisine, de la basse-cour, eh bien, on descend dans l'archaïque et on descend dans le fantastique. Et la sale bête, avec ce point d'exclamation, c'est répété 3 fois, ça renvoie à plusieurs choses. Dans la recherche, à un moment, je crois que c'est dans La Lampe des jeunes filles en fleurs, en tout cas c'est un peu plus loin, ou c'est dans, non pardon, c'est encore du côté de chez Swann, mais voilà, dans la deuxième partie. Swann, à un moment, est amoureux fou d'Odette. Il est chez les Verdurins et les Verdurins essayent de faire en sorte que le couple de Swann et d'Odette ne fonctionne pas. Et ils le traitent de sale bête. Il y a une sorte d'assassinat symbolique de Swann, hein, qui est traité de sale bête. Donc vous voyez, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce texte-là, en termes narratologiques, il annonce un autre texte qui sera des centaines de pages plus loin et qu'il y a une superposition qui se fait entre un poulet et Swann, qui en anglais veut dire cygne. Et j'ai beaucoup apprécié la réflexion dans la conversation de Valérie Lascoff sur poulet, parce que là, on a affaire à un poulet, mais je dirais tout près de ce texte-là, dans les mêmes quelques cinquantaines de pages, on a le narrateur, celui qui vient de regarder ce poulet être tué, qui pond un texte. Il écrit son premier texte de littérature. Et il est tellement heureux d'avoir écrit son premier texte qu'il dit qu'il est aussi content, aussi heureux qu'une poule qui a pondu un œuf, et il a envie de crier cocorico. Vous voyez, se superpose. En français, un poulet, ça peut être une femelle poule. Hein. C'est Tarnégolette, c'est ça? Je ne sais plus. Voilà. Et donc le poulet, c'est masculin en français, mais ça peut être à la fois poule et poulet. Hein. Mais donc, vous voyez qu'on a les deux personnages principaux de la recherche qui sont présents ici, qui sont Swann et le narrateur. Et alors, évidemment, au niveau du style, ce qui est intéressant, c'est une espèce de jouissance de Proust à utiliser ces allitérations et assonances qu'a repéré Gallia, sainte douceur, onction, servante, chasuble, jus précieux, ciboire, vous voyez, voilà, on est dans une... Ça donne envie d'apprendre le français en plus. Ah bah oui, mais Proust, il donne envie d'apprendre le français. Hein. Voilà. Et donc on a toute cette douceur religieuse, hein, d'accord, qui est présente ici, qui vient dire un acte criminel et qui vient dire une lâcheté. Voilà. Et donc ce mélange-là est extrêmement intéressant. Et ce rapport à la mort, on le retrouve évidemment dans le passage suivant. Vas-y. Ouais. Vous avez vu, c'était une transition très habile. Alors, on est donc un peu plus loin, on est encore voilà, on n'est pas très avancé encore dans la recherche, mais donc le narrateur savait que Françoise devait tuer un lapin. Cette fois, ils vont manger un lapin. C'est très carnivore d'ailleurs. Vous vous rendez compte d'un coup
qu'on a une recherche. Vous voyez, rien que ça. C'est-à-dire que quand on a... alors, les verres optiques, hein, c'est Proust qui dit qu'on doit lire en soi-même avec des verres optiques particuliers pour pouvoir ensuite écrire ce qu'on a vécu, etc. Donc, si vous mettez une petite loupe animale sur un auteur aussi conséquent, aussi grand et aussi prestigieux que Proust, et Galia a été très très claire, je trouve, tout à l'heure, quand elle a dit, en gros, quand on lit Proust, on le lit pourquoi? On le lit pour le social. Il fait une peinture extraordinaire de la société de l'entre-deux siècles, puis de la société de la guerre et de l'après-guerre. Et ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que ce particulier-là, cette époque-là, il la transforme en universelle, puisque vous savez très bien que quand on lit Proust, toutes ces analyses sur les milieux, sur les petits milieux, les clans, le snobisme, etc., vous pouvez l'adapter à votre situation. Si vous êtes dans un syndicat ou un parti politique ou avec, je ne sais pas moi, des copropriétaires pénibles ou des amis un peu snobs, tout ça, vous retrouvez Proust. Donc, on connaît Proust pour son rapport au social. Pourquoi on lit Proust? On le lit aussi évidemment parce qu'il nous ramène tous à notre enfance. Et moi, je suis fascinée de voir à quel point, par exemple, les Asiatiques, Chinois, Japonais, qui sont vraiment des gens qui travaillent maintenant depuis des décennies sur Proust, qui travaillent sur les avant-textes et les brouillons, ce sont donc des gens qui font partie de cultures vraiment différentes de la nôtre et qui retrouvent en Proust leur enfance et leur psychisme. Donc, c'est incroyable. On le lit pour le social et pour le psychique, et on se rend compte que avec l'animal, on ne dégrade pas Proust. On ne le, comment dire, on décale un petit peu simplement nos habitudes de lecture et on va aller voir finalement qu'est-ce que peut y avoir d'animal dans son écriture, en quoi Proust lui-même se considère ou non comme un animal. On va voir que Proust, il y a plein d'autoportraits animaux, donc c'est incroyable. Ce romancier se dépeint lui-même en animal. On vient de voir tout à l'heure qu'il était une poule, mais je vous laisse un peu la surprise de voir en quoi il se compare. Voilà. Et le rapport à la mort, il passe par l'animalité et on va voir comment. J'avais précédé Françoise à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer, et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passé le mieux du monde, et très rapidement. J'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas, comme le poulet. Attendez un peu voir, me dit Françoise indignée de mon ignorance, si les lapins ne crient pas autant comme les poulets. Ils ont même la voix bien plus forte. Alors, vous voyez, on repart sur la mort animale. Et il faudra peut-être qu'à un moment, Galia, tu me feras penser, si je l'oublie, de parler du sadisme de Proust, hein, parce que j'ai... Vas-y maintenant si tu veux. Je commence maintenant? Ouais. Pourquoi? D'accord. Donc, vous voyez, là, on a un narrateur qui s'offusque que le poulet meurt, mais voilà, voilà, ça lui va quand même parce qu'il ne veut pas virer la bonne, parce il a envie de continuer à bien manger. Là, quand même, il vérifie que le lapin n'a pas trop souffert. Et je ne vais pas trop m'attarder, mais dans sa vie réelle, Proust avait des tendances, plus que des tendances, il était sadique dans sa sexualité. Et notamment, il était surnommé l'homme au rat. Alors, vous pensez à Freud, évidemment, avec le cas de l'homme au rat, hein, mais il était surnommé l'homme au rat par un certain nombre de partenaires ou de gens qu'il connaissait, parce qu'il était en contact avec un tenancier d'hôtel de passe, un tenancier de bordel pour hommes qui s'appelait Albert Leclusia. Et cet Albert Leclusia, c'est un peu une source de Jupien pour celles et ceux qui connaissent À la recherche du temps perdu. Et dans cet hôtel de passe à Paris, où Proust avait d'ailleurs donné des meubles de ses parents, et c'est extraordinaire parce que dans À la recherche du temps perdu, il y a un passage où le narrateur donne le lit et les meubles de tante Léonie, son canapé ou son lit, je crois, à l'hôtel de passe que va tenir Jupien. Donc, voilà. Et ben, dans cet hôtel de passe où donc il y avait les meubles de ses parents,
il demandait, et ça c'est moins drôle, il demandait que des rats qui avaient été peut-être pris dans un ratodrome, hein, selon Jean-Yves Tadier, soient mis dans des cages. Et, il y avait quelqu'un, un jeune homme, qui sortait les rats des cages. Et là, Proust demandait à ce que ces rats, soit qu'il y ait un combat entre eux, selon les mémoires de Marcel Jouhandeau, soit que le jeune homme transperce les rats avec des grandes aiguilles jusqu'à la mort, hein, pendant que Proust avait du plaisir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je suis toujours un petit peu, comment vous dire, ennuyée, pas par moralisme, hein, quand je parle de ça, mais parce que j'aime bien aussi que les écrivains aient droit à leur intimité. Et c'est toujours compliqué, parce que, vous voyez, ça vient apporter quelque chose au moulin de la recherche que de savoir ça, d'accord? Et en même temps évidemment, voilà, sa vie lui appartient. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que les animaux, on vient de le voir là en démarrant, sont reliés à la question du sadisme, à la question de la sexualité, à la question de l'érotisme, du désir, de la mort, de la jouissance, avec cette alternance entre les deux. Le rat est très très important dans la recherche du temps perdu. N'oubliez pas que le rat en français, c'est un anagramme de art, R-A-T-A-R-T, voyez, alors qu'en hébreu, on adore jouer avec les lettres pour retourner les mots et trouver des sens. Bon, ben, on le fait aussi en français, et là, c'est passionnant, évidemment. Sachant que le père de Proust, Adrien Proust, était un hygiéniste, un médecin hygiéniste et un épidémiologue. Aujourd'hui, par exemple, il serait au devant de la scène avec la Covid, hein. C'était donc un épidémiologiste de renom qui avait fait vraiment le tour du monde pour étudier le choléra, la peste, le choléra, tout ça, on est très proche des rats, hein. Donc Proust avait... voilà. Et il y a un rêve incroyable de Proust, que le narrateur raconte, où il rêve qu'il met ses parents dans une petite cage. D'accord. C'est un rêve du narrateur dans À la recherche du temps perdu, qu'ils ont plein de gros boutons, et puis que ses parents sont transformés en rats, voilà, avec des gros boutons et une plume dans cette cage. Donc, vous voyez, c'est troublant. Quelqu'un a le micro ouvert, s'il vous plaît, éteigne-le. Attendez, je vais trouver ce quelqu'un. Voyons. Anne, en fait, je voudrais, si tu peux commenter la dernière phrase de ce passage qui est assez étonnant. Donc, pour se rassurer, le narrateur a besoin de savoir que le lapin n'a pas souffert. Or, elle la rassure. Donc, il le rassure en lui disant qu'il n'a pas émis de parole. Donc, ça passe par la parole. Est-ce que tu peux en dire un mot? C'est fort ce que tu dis. Voilà. Françoise, qui a déjà elle-même un langage très particulier, qui a un langage patoisant sur lequel Proust revient beaucoup dans la recherche, elle lui dit à sa manière, elle lui dit effectivement que la preuve qu'il n'a pas souffert, ce lapin étrange, c'est qu'il n'a pas parlé et qu'il n'a pas crié. Et donc, il y a toute une théorie que nous lance Françoise, qui est bien loin d'être une imbécile. Il y a toute une théorie sur le langage des bêtes. Est-ce que les bêtes parlent du temps que les bêtes parlaient? Vous savez, ça, c'est les fables, hein, du temps que les bêtes parlaient. Et là, vous commencez votre fable. Eh bien, on voit bien qu'il y a une grande différence sociale dans ce texte entre, d'une part, un grand bourgeois, le narrateur, qui pense que les bêtes ne parlent pas. Et il y a une virgule très importante. Vous allez voir qu'en zoopoétique, on peut rester un petit bout de temps sur une virgule, je vais vous en parler. Et d'autre part, Françoise Labonne, qui vient d'un milieu campagnard, populaire, qui n'a pas le même langage, qui ne maîtrise pas les mêmes codes, et qui lui dit, elle lui apprend quelque chose, elle lui apprend que les bêtes s'expriment et qu'elles s'expriment avec des paroles et avec des cris. Alors, le passage qui m'intéresse, c'est, avec cette fin sur laquelle je vais revenir, j'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas, virgule, comme le poulet. Si vous n'aviez pas de virgule, et c'est le cas dans l'édition blanche de Gallimard, qui est la première édition d'À la recherche du temps perdu, on n'a pas de virgule. J'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. Ça voudrait dire, s'il n'y a pas de virgule, merci beaucoup, c'est un petit peu plus sur la gauche, tu étais sur la bonne ligne, Galia, va encore un peu vers la gauche, stop, tu y es presque, descends, voilà, juste après le pas, vous voyez, pas comme le poulet.
Voilà, voilà, tu es là, c'est exactement. Vous voyez, si vous enlevez la virgule avant le comme, exactement. Le lapin ne criait pas comme le poulet. Ça voudrait dire, le narrateur sait que les lapins ont un langage, les poulets aussi, et qui ne parlent pas la même langue, j'allais dire. On est après Babel. Ouais. Voilà. Ils ne parlent pas la même langue si on enlève cette virgule. Mais si on la remet, il y a plusieurs interprétations. Alors, soit, je dirais, on est avant Babel et enfin, comment dire, le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. Ça peut vouloir dire comme le poulet, le lapin ne crie pas. Ni le lapin ni le poulet ne crient, c'est-à-dire n'ont de paroles, ne peuvent s'exprimer. À la limite, peut-être qu'ils poussent certaines vocalisations, mais ils ne s'expriment pas. Ça peut vouloir dire, cette virgule, le lapin ne crie pas autant aussi fort que le poulet. D'accord. Et troisième interprétation, le lapin crie d'une façon différente du poulet. Et donc, ils ont deux langages différents. Et là, évidemment, ce à quoi on est confronté, c'est ce que la grande philosophe Élisabeth de Fontenay, qui a écrit un livre séminal et pionnier sur la question animale et le rapport à la philosophie et au langage. Elle a écrit en 1999 un livre qui s'appelle Le silence des bêtes, Élisabeth de Fontenay. Et donc là, on est confronté à finalement en quoi est-ce qu'on peut rendre compte finalement de la souffrance ou non des bêtes, étant donné que ce sont des logas, que ce sont des créatures réputées, dépourvues de langage. Je dis réputées parce que évidemment, en fait, maintenant on sait, grâce à l'éthologie, grâce à plein de recherches scientifiques, que les bêtes communiquent, qu'elles communiquent entre elles, qu'il y a des communications interspécifiques, c'est-à-dire entre espèces. Et donc, on sait qu'il y a des langages animaux qui ne sont évidemment pas comparables au langage humain, puisque le langage humain a plusieurs spécificités, notamment pouvoir représenter l'absence, pouvoir s'exprimer sur le transcendant, sur le symbolique. Voilà. Donc, moi, ce qui me semble ici l'essentiel, je dirais, c'est l'idée que les animaux ont un langage, mais qu'il faut être comme Françoise, peut-être au plus proche d'eux pour pouvoir le saisir. Est-ce qu'il est possible aussi de considérer que comme le poulet, comme c'est un passage qui vient après le passage du poulet, n'est-ce pas, fait allusion à ce passage où rétrospectivement il se dit au final le poulet n'a pas souffert non plus parce qu'il n'a pas émis de parole, ce passage précédent. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisque dans le passage précédent, on a un mouvement hyper vitale, je dirais, puisqu'elle court après une bête morte qui est décapitée. Mais effectivement, il y a silence. Donc, il n'y a pas possibilité de savoir si ce poulet ou pas. Hein. Là, ce qu'elle dit, c'est que l'absence de cri et l'absence de parole montre une absence de souffrance. Voilà. C'est là-dessus qu'il se chamaille, j'allais dire. Et en fait, on a beau parler d'animaux, donc, mais les humains reviennent aussi par le regard animal ou le regard plein de, en fait, par les vers d'animalité que portent les vers optiques que porte Proust en regardant les êtres humains. Donc le passage suivant que tu as sélectionné pour nous peut peut-être démontrer cette perspective. Oui, ouais. Alors, je le remets. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et je suis très heureuse que tu fasses la transition de cette façon-là, Galia, parce que dans le texte sur le lapin, on a une anthropomorphisation du lapin, qui est, vous voyez, une bête comme ça, elle est morte sans dire seulement une parole, vous auriez dit qu'elle était muette. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une personne. Et Françoise, qui est une femme de la campagne, dans un autre passage, elle parle du chien de Monsieur Galopin, un chien dont elle dit qu'il est très affable, qu'il est aimable, qu'il se comporte très bien, qu'il est gracieux, d'accord. Et donc, dans le monde social de Françoise, et vous voyez qu'on est déjà dans le politique, et je dis toujours que la zoopoétique est une zoopolitique, dans le monde de Françoise, on sait que les animaux sont individualisés,
On sait qu'ils peuvent avoir des caractères, des tempéraments. On sait qu'ils peuvent parler, crier, s'exprimer. Et c'est très intéressant de se dire que c'est la bonne qui est considérée comme voilà, la personne pas très cultivée du roman, qui en sait davantage sur les bêtes que le narrateur. Et le narrateur, vous verrez dans les autres citations, je vous en parlerai tout à l'heure, pour Proust et pour le narrateur, les bêtes, c'est l'autre total. Vous voyez, c'est ce qui est à distance. On a vu dans le premier texte qu'il y avait d'ailleurs, il voyait la mort du poulet à distance, médiatisée par Françoise. Françoise, elle est au plus proche. Et cette anthropomorphisation des bêtes, eh bien, inversement, les humains sont animalisés dans la recherche. Alors, soit animalisés de façon très littéraire, philosophique, etc. Et dès le début de la recherche, dans les premières lignes de la recherche, longtemps, je me suis couchée de bonne heure et le narrateur commence à avoir une série de transformations en livre, en femme, en homme des cavernes et en animal. Il se transforme dans le rêve et dans l'insomnie, dans cet entre-deux, d'accord. Il se transforme en une bête, en un animal qui a juste le sentiment de vivre, qui n'a rien d'autre que cette sensation-là. Françoise, elle sait qu'un animal n'a pas simplement la sensation de la vie. Elle sait qu'il a une histoire, une biographie, que l'animal est quelqu'un de singulier. Alors, on peut être donc dans une pente extrêmement sérieuse et poétique et philosophique de l'animalisation de l'humain chez Proust. Proust sait que nous sommes des animaux, il n'est pas créationniste, j'allais dire. Hein, il est passé par Darwin, il est passé par toutes les théories de l'évolution de la fin du 19e et du début du 20e. Donc voilà, il sait que nous sommes des animaux. Et en même temps, il va se servir de la satire et de l'humour pour transformer les humains en bêtes et évidemment nous proposer une satire politique extrêmement intéressante. Le soir, il ne dînait pas à l'hôtel où, les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancés dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. En attendant, peut-être, parmi la foule arrêtée et confondue dans la nuit, y avait-il quelque écrivain, quelque amateur d'ichtyologie humaine, qui, regardant les mâchoires de vieux monstres féminins se refermer sur un morceau de nourriture engloutie, se complaisait à classer ceux-ci par race, par caractères innés, et aussi par ces caractères acquis, qui font qu'une vieille dame serbe, dont l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer, parce que depuis son enfance, elle vit dans les eaux douces du faubourg Saint-Germain, mange la salade comme une Larochefoucauld. C'est extraordinaire ce passage. Alors, Proust parle toujours de son écrivain préféré. Moi, j'ai ma citation préférée de la recherche, je crois que c'est celle-là, mais il y en a une dizaine d'autres que je mettrai. C'est immense, voilà. Alors, ce qui va nous intéresser, évidemment, Galia, tu en as parlé tout à l'heure, la longueur de la phrase. Là, on est dans une phrase typiquement proustienne, où on a une phrase extrêmement longue, où les images s'enchaînent, elles sont amenées progressivement, et notamment, évidemment, comment est-ce qu'est amenée la transformation d'une vieille dame serbe en grand poisson de mer. Et là, on pense au taninim du début de Béréchit, au grand poisson qui est traduit par cétacé, mais voilà, du début de la Genèse, qui sont incroyables. Hein. Eh bien, cette vieille dame serbe, comment est-ce qu'elle peut être transformée en grand poisson de mer en train de dévorer de la nourriture? Comment est-ce qu'elle peut être transformée en monstre féminin?
Eh bien, grâce à un mot, un seul mot, d'accord, c'est l'aquarium. Et d'où nous vient l'aquarium? Il nous vient de la vitre. Hein. On a le petit peuple qui est dehors. Parmi ce petit peuple, il n'y a pas n'importe qui. Il y a des ouvriers, il y a des pêcheurs, il y a aussi peut-être une jolie fille. Voilà, parce que le narrateur est toujours un peu en chasse. Et puis, il y a quelqu'un, quelque écrivain, quelque amateur d'ichtyologie humaine. Alors, l'ichtyologie, c'est la science des poissons, d'accord. Proust dit à plusieurs reprises qu'il est naturaliste humain, il est un naturaliste humain au sens d'histoire naturelle. Hein. Il dit qu'il est un botaniste moral, d'accord, qu'il est un zoologue de l'espèce humaine, là. Et donc là, il est en train d'étudier les humains qui sont des sortes de poissons comme d'autres et qui évoluent dans un aquarium. Et cet aquarium, il est donc amené par les lumières, par la vitre, qui est une cloison qui sépare. Vous voyez, donc là, c'est plus une ligne, hein, c'est carrément une cloison qui sépare deux mondes. L'écrivain étant entre ces deux mondes, parce qu'en fait, l'amateur d'ichtyologie humaine, l'écrivain, la plupart du temps, il mange dans la salle à manger du grand hôtel de Balbec avec sa grand-mère. Hein. Et comment est-ce qu'il est représenté cet aquarium dans la structure de la phrase au niveau typographique par des parenthèses? Une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, etc. Hein. Et cette parenthèse, elle se termine par une clausule forte. Vous voyez, hein, on avait une première longue phrase et on va entamer une deuxième longue phrase. Et les manger. Alors, je vous rappelle qu'à la fin du Petit Chaperon rouge de Charles Perrault, donc là, je fais un bond en arrière. Là, on est début 20e, on va retourner vers le 17e siècle. On retourne à la fin du 17e siècle sous Louis XIV. Charles Perrault écrit les contes ou histoires du temps passé, voilà, que vous connaissez, et notamment le Petit Chaperon rouge. Et à la fin du Petit Chaperon rouge, le loup se jette sur le petit chaperon rouge et la mangea. Ça se termine comme ça, et la mangea. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire Perrault et le petit chaperon rouge là-dedans? Eh bien, plus loin dans La recherche du temps perdu, le narrateur, qui est un homme adulte, invite une petite crémière, hein, qui a l'air plutôt mineure d'ailleurs, il l'invite chez lui. Et Françoise lui dit, regardez, on dirait le petit chaperon rouge. Et donc, c'est une petite fillette qui lui est livrée comme sur un plateau, d'accord? Exactement comme le poulet et le lapin lui sont livrés comme sur un plateau. Et donc, et les manger, voilà, on est dans une connotation de conte. On est évidemment aussi dans la pente politique de Proust. Alors, c'est très difficile de situer Proust parce qu'on a toujours tendance à vouloir le regarder de façon anachronique avec nos séparations droite-gauche, etc. Enfin bon, qui ne fonctionnent pas toujours pour l'époque de Proust. Hein, c'est une époque complexe. Et Proust dit souvent que la société dans laquelle il vit, qui est la société de la grande bourgeoisie, de la très grande bourgeoisie, de l'aristocratie, etc., eh bien, il dit souvent gare, gare, parce que ça va peut-être pas se maintenir comme ça tout le temps. Et puis, il parle dans Le Temps retrouvé des membres de la Confédération générale du travail, la CGT, d'accord, en disant qu'ils sont beaucoup plus cultivés que les membres du Jockey Club, qui serait l'équivalent du Lions Club ou du Rotary aujourd'hui. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que comment est-ce que démarre cette critique sociale et cette transformation fantastique de femmes en grands monstres marins. Elles sont comparées aussi à des baleines dans Le Temps retrouvé. Il dit les individus humains sur lesquels le temps n'a pas de prise, ce sont les femmes laides, parce que les femmes laides ne changent pas au cours du temps. Elles ressemblaient à des baleines et elles ressemblent encore à des baleines quand elles sont vieilles. Donc voilà, il y a un côté un peu dur, j'allais dire un peu vache de Proust sur les vieilles dames qui sont des images. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour savoir que les vieilles dames c'est la grand-mère adorée dans La recherche, c'est la mère et la grand-mère adorée dans La vie réelle de Proust. Bon, voilà, ça c'est fait. Et donc, on a ce petit mot de l'aquarium
qui se dissémine au fur et à mesure, hein, dissémine ses sèmes, hein, ses sens, son aura à l'intérieur du texte, parois de verre, lumière, balancée. On a toute une théorie ondulatoire ici. Vous voyez comment Proust mobilise une science très neuve, qui est la science des ondes, d'accord, pour décrire la lumière, hein, invisible dans l'ombre, s'écraser au vitrage, excusez-moi, lentement balancé dans des remous d'or, d'accord. Donc voilà. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que va intervenir une comparaison. Alors attention, il ne faut pas confondre la comparaison et la métaphore. La comparaison, c'est une des figures de rhétorique phare, une figure de rhétorique fondamentale chez Proust. C'est Gérard Genette qui en a beaucoup parlé. Une comparaison, c'est quand il y a ce qu'on appelle une copule, il y a un petit mot, un comparant, c'est comme, d'accord. Donc, je ne sais pas, cette femme est comme un grand poisson de mer, c'est une comparaison. Cette femme est un grand poisson de mer, c'est une métaphore. D'accord. Dans la métaphore, alors je suis désolée, je caricature, hein, d'accord. Je suis sûre que d'un stylisticien me reprendrait, mais on fait bref. On va dire ici que la métaphore, ce serait une comparaison sans comme. Hein. Et donc, autant la comparaison va maintenir la distance avec ce petit mot comme entre le comparant et le comparé, autant la métaphore les fait se surimprimer. D'accord. Les couches se surimpriment. Et donc, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir comment on a au départ une comparaison. Donc ça va, on est dans les clous, j'allais dire. Hein. Il y a les humains d'un côté, et puis il y a les poissons de l'autre. Hein. Aussi extraordinaire pour les pauvres que, c'est la petite copule comparative, celle de poissons et de mollusques étranges, etc. Et ensuite, on a la deuxième phrase longue qui intervient. Et cette fois, on n'est plus du tout dans une comparaison, on est dans une métaphore où la fusion entre l'être féminin et l'être poisson s'est effectuée. Hein. Quelque écrivain, quelque amateur d'ichthyologie humaine, regardant, etc., les mâchoires de vieux monstres féminins, ça y est, le devenir animal s'est effectué à ce moment-là. Et ça, c'est grâce à la syntaxe et c'est grâce à un emploi extrêmement préparé de la transformation d'une comparaison en métaphore. On est aussi dans la taxonomie animale, mais qui cette fois-ci se rapporte à l'humain, l'appendice buccal, qui aurait pensé d'une bouche digérant ou mangeant comme un appendice buccal. C'est étonnant. Ouais. C'est très... Ah oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Appendice buccal, caractères innés, caractères acquis, d'accord. L'écrivain vient de se transformer en naturaliste. C'est extrêmement important de bien comprendre que l'un des modèles de l'écriture et de l'écrivain, c'est le scientifique spécialiste d'histoire naturelle. On t'entend plus tout d'un coup, voyons. Je pense que c'est parce qu'on entend peut-être. Voilà. Ok, c'est bon maintenant. Oui. Il y a quelqu'un qui Oui, j'ai mis en mute les autres. Voilà, vas-y, redis-le, juste la dernière phrase. Oui, donc je disais que le modèle, un des modèles de l'écrivain chez Proust, c'est pas seulement les animaux, la poule qu'on a vue tout à l'heure et d'autres qu'on va voir ensuite, ce sont aussi les scientifiques et notamment le spécialiste d'histoire naturelle. Donc vous voyez, ce qui est incroyable, c'est que le narrateur dans À la recherche du temps perdu ou l'écrivain Proust se transforme, s'auto-portraiture, je ne sais pas comment on dit, se dépeint lui-même, tantôt en animal et tantôt en spécialiste d'histoire naturelle. Et évidemment, il y a cette dimension politique et comique. Comment fonctionne ici pourquoi est-ce que c'est si fort en termes politiques? Parce que c'est comique. Chez Proust, le fantastique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette série de métamorphoses permanentes dont on va avoir un aperçu tout à l'heure, et le comique ont des fonctions de dénonciation politique majeure. Et évidemment, excuse-moi de ce que tu disais, là, le vocabulaire scientifique vient produire un effet comique puisqu'il y a une distorsion entre, d'une part, la façon dont on peut envisager habituellement une dame aristocrate de la très grande aristocratie en train de manger, et puis de l'autre, le poisson. Et c'est cette distorsion-là qui fait qu'on est dans du burlesque et dans de la dénonciation. Qu'est-ce que tu en penses?
est-ce que c'est cela le trait distinctif entre un Balzac historien de la société, mais qui passe aussi par une certaine taxonomie décrivant les traits, les caractéristiques de certains personnages de certaines personnes, et suivant c'est Buffon, je ne me souviens jamais comment le prononcer en français, Buffon, donc le naturaliste. Alors, est-ce que ce serait ça la différence? Le comique, parce que chez Balzac, je ne trouve rien de comique, par exemple. Ou est-ce qu'il y aurait une autre dimension qui m'échappe? Alors, d'abord, là aussi, revenir à Balzac à partir de cette focale animale que nous avons chaussée avec Galia depuis tout à l'heure, c'est très intéressant parce que Proust veut refaire Balzac. D'accord. Il le dit expressément dans La recherche du temps perdu. Il dit ces grands auteurs. Qui c'est Balzac pour Proust? C'est un homme qui écrit une série de romans, La Duchesse de Langeais, je ne sais pas, Le Père Goriot, etc. Vous connaissez, La femme de 30 ans. Et au bout d'un moment, après avoir écrit un certain nombre de romans, Balzac découvre qu'il y a une unité rétrospective à son œuvre et qu'il va faire un cycle et qu'il va l'appeler la comédie humaine. Alors toi, Galia, il y a de l'humour, entre guillemets, chez Balzac, qui n'est pas du tout le même, c'est pas du tout grotesque, burlesque. Chez Proust, c'est la farce, d'accord? La farce au sens molièresque. C'est un grand ressort comique chez Proust. Chez Balzac, on est on est plutôt dans le drame bourgeois. La comédie humaine, ça veut dire le théâtre de l'humanité, mais évidemment, comédie aujourd'hui, ça veut, ou même déjà au 19e, il y a ce sens de comique qui est relié. Et dans l'avant-propos de la comédie humaine, qui est donc euh, un grand roman transformé a posteriori par Balzac à partir de ces multiples romans qui se répondaient les uns aux autres, avec tous ces personnages qui n'arrêtent pas de revenir. Et Proust fera pareil, hein. Il n'avait pas du tout pensé qu'il aurait un bouquin aussi énorme à la fin quand il meurt en 1922. Eh bien, dans l'avant-propos de la comédie humaine, Balzac dit que tout son livre va être fondé sur une comparaison entre l'animalité et l'humanité. Donc c'est fantastique parce que Proust vient pousser à bout cette comparaison. Et il y a un autre auteur qu'on pourrait citer ici, mais on en parlera sans doute tout à l'heure, un autre auteur, cette fois qui n'est pas français, qui est H.G. Wells, celui qui a fait La guerre des mondes, La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau, d'accord. Et mon grand collègue et ami André Benaïm, dans Panim, Visage au pluriel de Marcel Proust, a bien montré à quel point H.G. Wells, qui est l'auteur fantastique et populaire, hein, d'accord, joue un rôle important dans À la recherche du temps perdu. Et notamment L'île du docteur Moreau, où on a un savant fou, un ichtyologue fou, d'accord, hein, qui transforme des animaux en humains. Et Proust passe son temps à transformer les humains en animaux et les animaux, on l'a vu avec Françoise, en humains. Et voilà. Et quand on parle des bêtes, des sales bêtes, on ne peut pas se passer du serpent. Alors, je sais qu'on le retrouve aussi chez d'autres écrivains, mais le quatrième passage que tu nous as proposé à faire avec très fort. Un serpent. Voilà, vas-y. Nahash, hein, c'est ça? Nahash. D'accord. Nahash Tsefa même, je pense, ici. On y va. Décidément, c'est Bereshit. Aujourd'hui, on y va. Alors. Je vais juste... voilà. Et voici le passage. Voilà. Donc, je vous situe le passage. Cette fois, on a beaucoup avancé à la recherche du temps perdu. Je vous ai dit tout à l'heure que le narrateur a une grand-mère qu'il adore, d'accord. Et cette grand-mère est en train de mourir. Sachez que ce passage est très inspiré de l'expérience de Proust quand il a vu mourir sa mère. Je crois que c'était en 1905. Et il fait une dépression. Enfin, il est même obligé d'aller en maison de santé. Il fait une dépression majeure. Mais voilà. Donc, c'est l'agonie de la grand-mère du narrateur. Alors, ma grand-mère éprouva la présence, en elle, d'une créature qui connaissait peut-être mieux le corps humain que ma grand-mère, la présence d'une contemporaine des races disparues,
la présence du premier occupant, bien antérieure à la création de l'homme qui pense. Elle sentit cet allié millénaire qui la tâtait, un peu durement même, à la tête, au cœur, au coude. Il reconnaissait les lieux, organisait tout pour le combat préhistorique qui eut lieu aussitôt après. En un moment, Python écrasé, la fièvre fut vaincue par le puissant élément chimique que ma grand-mère, à travers les règnes, passant par-dessus les animaux et les végétaux, aurait voulu pouvoir remercier. Et elle restait émue de cette entrevue qu'elle venait d'avoir à travers tant de siècles, avec un élément antérieur à la création même des plantes. Alors j'ai laissé le suspense, peut-être que j'aurais dû vous le dire avant pour que la citation soit plus claire. Mais en même temps, c'est intéressant de se demander finalement quelle est cette créature qui connaît mieux le corps humain que la grand-mère elle-même, cette créature qui est en elle, etc., qui est antérieure à la création des animaux, des plantes, c'est un fébrifuge. C'est pas encore la pénicilline qu'on va découvrir, si mes souvenirs sont bons, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est un fébrifuge, c'est un produit chimique fait pour faire baisser la fièvre. Alors, ce qui nous intéresse, si tu veux, je vais lire la deuxième citation aussi. Oui, bien sûr. Faut que tout le Oui. monde... Nous entrâmes dans la chambre. Courbé en demi-cercle sur le lit, un autre être que ma grand-mère, une espèce de bête qui se serait affublée de ses cheveux et couchée dans ses draps, haletait, geignait, de ses convulsions secouait les couvertures. Les paupières étaient closes, et c'est parce qu'elles fermaient mal, plutôt que parce qu'elles s'ouvraient, qu'elle laissait voir un coin de prunelle, voilé, chassieux, reflétant l'obscurité d'une vision organique et d'une souffrance interne. Toute cette agitation ne s'adressait pas à nous qu'elle ne voyait pas ni ne connaissait. Mais si ce n'était plus qu'une bête qui remuait là, ma grand-mère, où était-elle? Petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, toc toc toc, qui est là, répond le loup, elle rentre et elle voit une grand-mère qui n'est pas sa grand-mère. Hein. Et à un moment, elle lui dit, mais vous avez de grands bras, etc. Elle cherche sa grand-mère et elle ne la trouve pas. Hein, et la grand-mère a été dévorée. Donc, ce sont deux citations extraordinaires qui vous montrent cette fois. Vous voyez, j'ai commencé par quoi avec les citations tout à l'heure? Par des animaux réels, des animaux que Proust et le narrateur considèrent, je dirais, de loin. Il y a toute une altérité animale chez Proust qui fait qu'on ne peut pas accéder à l'intériorité des bêtes, même si Françoise est la porte-parole de cette intériorité, je dirais, d'une certaine manière. On est passé ensuite à la satire sociale, et là, on arrive à l'archaïque. Il y a des moments dans la recherche fondamentaux qui sont des moments extrêmes où la chair humaine, C-H-I-R, hein, Bachar, là, je ne sais pas comment on dit, là, ouais, le corps humain est à la limite de lui-même, où cette chair humaine est toujours reliée à d'autres ères, d'autres époques et d'autres règnes qu'elle. Chez Proust, très souvent, on est entre les règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. C'est très utile. On est bien content que les scientifiques les aient inventés. Ça nous a été... Gallia parlait de taxonomie, voilà. C'est important d'avoir des catégories pour penser. Pour les scientifiques durs, mais nous, notre boulot, je dirais, en sciences humaines et sociales, c'est de déconstruire les catégories, de montrer leur historicité, de montrer qu'elles sont efficaces, hein, mais de montrer aussi qu'il ne faut pas que nos cerveaux et nos connexions synaptiques se calquent sur des catégories qui sont des catégories universitaires, des catégories de recherche, etc. Hein. Et quel est le rôle des écrivains à l'intérieur des sciences humaines et sociales? Quel est le rôle de la littérature? C'est de faire exploser l'ensemble du cadastre scientifique et intellectuel à partir duquel on pense en croyant que c'est un cadastre naturel. On croit qu'il y a un règne animal, un règne végétal et un règne minéral. Mais c'est bullshit, c'est une invention complète.
hein. Dans la vie réelle, tout est mélangé. Nous avons du calcium, j'espère que vous en avez. Nous avons du calcium dans notre corps, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout, assis devant vous. Et puis, a priori, voilà, j'ai des dents qui m'aident à parler. Nous avons plein de bactéries, plein d'acariens, plein d'animaux sur nous qui nous permettent de vivre, d'accord, dans nos intestins, dans notre estomac, dans notre bouche, etc. Et puis, nous avons de la chair, du sang. Donc, nous sommes vraiment un mélange de règnes. Et là, ce qui est fantastique, alors, je vous disais, il y a des moments chez Proust où la chair, elle est représentée à l'intersection de différents règnes. Et ce sont des moments cruciaux. C'est la maladie, et la maladie grave notamment, l'ivresse, le fait d'être sous, l'orgasme, la jouissance sexuelle, etc., l'agonie. Voilà. Tout ça, ce sont des moments extrêmes où, et le sommeil, pardon, le sommeil, bien sûr, qui nous emporte dans un autre monde, qui est en fait le monde aussi réel que celui virtuel dans lequel nous sommes en ce moment. On commence à s'en mêler un peu les pinceaux, hein. On est tous chacun dans notre appartement en réel et on est aussi en réel les uns et les unes avec les autres. Et donc, dans le sommeil, évidemment, Proust est une sorte de prophète, hein, je dirais. Hein. Vous savez que dans le prophétisme, dans le chamanisme, hein, quelles que soient les cultures, les religions, etc., il y a l'idée qu'on a des gens qui sont préposés, qui sont spécialisés pour nous faire accéder à d'autres mondes. On ne rentre pas n'importe comment dans l'inconscient et dans l'archaïque. D'accord. On peut y perdre on peut devenir fou. Et d'ailleurs, c'est pas idiot ce que dit Deleuze. Deleuze dit: je reviens les yeux rouges d'avoir exploré les arcanes de la philosophie ou les grands auteurs comme Kafka, Proust, etc. Et je ne suis pas là dans un romantisme de poète maudit, etc. Je dis simplement qu'il y a un moment où quand on creuse la langue et qu'on la déconstruit, la langue, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, de spirituel, pas du tout. C'est quelque chose qui est lié à des connexions chimiques, électriques, neurophysiques, etc. Et donc, quand on explore les structures linguistiques, on le sait très bien qu'on apprend une nouvelle langue. Vous avez vu comme c'est épuisant d'apprendre une nouvelle langue parce que toutes nos connexions synaptiques se refont. Et moi, ma thèse, c'est que en zoopoétique, qu'est-ce que fait un écrivain quand il transforme sa grand-mère en animal, un animal lui-même possédé par une créature antérieure même à l'animalité, à savoir le fébrifuge, la chimie? Ben, qu'est-ce qu'il fait? Cet écrivain transforme tellement son psychisme qu'il parvient comment vous dire, à nous faire sortir de nos catégories. Et vous voyez, ce qui est très intéressant dans la première citation, la numéro 4, c'est que la créature, c'est donc un produit chimique. Hein. Elle connaît mieux le corps humain que la grand-mère elle-même. Et donc, il y a un savoir de la chimie ou du python, le python étant ici la fièvre qui est en train de monter. Et vous savez que voilà, le thermomètre, on a le mercure, le thermomètre à l'ancienne, hein, pas les trucs électriques d'aujourd'hui avec les piles. Vous savez, quand on avait les thermomètres, il y avait le mercure qui montait comme ça. Et donc, je pense que le python vient évidemment de ce petit appareil tout bête qu'est le thermomètre. Il y a plein d'objets techniques chez Proust, de l'ascenseur à l'avion, en passant par le microscope, le kaléidoscope ou vous savez, le télescope. Eh bien, je dirais le thermomètre en fait partie. Et il nous donne, ce thermomètre, une comparaison incroyable qui va être qu'on va avoir une lutte à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que c'est qu'être malade, que guérir, que mourir, etc. C'est être le contemporain d'une proto-histoire humaine. C'est-à-dire que dans l'ivresse, dans le sommeil, dans l'agonie, dans la jouissance sexuelle, etc., nous remontons le temps. Et n'oubliez pas qu'on est chez Proust à la recherche du temps perdu. C'est pas du tout seulement le temps de l'enfance à Combray, c'était sympa, ou le temps perdu, j'aimais bien quand j'allais chez les duchesses. C'est pas de ça dont on est en train de parler. À la recherche du temps perdu chez Proust, c'est remonter à une temporalité qui précède l'apparition même de l'espèce humaine. Et c'est incroyable parce que au moment de l'agonie de la grand-mère, on rejoint le narrateur qui était en train de dormir, je vous l'ai dit, à la page 5 ou 6, je crois que c'est la page 6 ou 7 à la recherche du temps perdu, dans la Pléiade.
eh bien, il se transforme en animal, comme je vous l'ai dit, dans lequel frémit le sentiment de l'existence. Voilà. Et donc, on a d'abord cette lutte entre le python, qui est une lutte qui dépasse la grand-mère parce que c'est une lutte cosmique, finalement. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, nous portons une sorte de cosmos et un télescopage de temporalité qui nous échappe totalement. Et puis, nous entrâmes dans la chambre. Mais ça, c'est Proust, quoi. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Nous entrâmes dans la chambre. On est habitué à un Proust avec des longues phrases. On l'a vu tout à l'heure, juste avant cette citation, la parenthèse, etc. Il y a un Proust des phrases courtes. Il y a un Proust des phrases simples, sujet, verbe, complément. Et ces phrases simples, elles viennent, c'est comme le petit A de A, la recherche du temps perdu. Elle nous emmène, elle nous donne notre élan, c'est comme un coup de talon qui nous fait rentrer ensuite dans des phrases très longues et dans un développement. Que se passe-t-il dans la citation numéro 5, courbé en demi-cercle sur le lit, un autre être que ma grand-mère? Ça ferait un titre de livre génial, un autre être que ma grand-mère. Une espèce de bête. D'abord, il y a un danger. Il y a un danger des femmes, d'accord, parce que ça, franchement, ce danger-là, Proust casse la gueule, littéralement. Il démolit tous ces personnages dans Le Temps retrouvé, qui est le dernier volume de La recherche du temps perdu. Il les fait vieillir et il les décrit. C'est un jeu de massacre. Il appelle ça le bal de tête, le bal de gens qui ont mis un masque sur eux. Et vous savez, quand on vieillit, moi je le vois bien, il y a un masque là sous mes yeux qui s'est posé, qui ne veut pas s'enlever. C'est comme dans Lorenzaccio de Musset, hein, il n'arrive plus à enlever le masque qui s'est mis lui-même au départ. Eh bien, il n'y a jamais une telle violence de Proust envers les hommes quand il les compare à des animaux. Et pourtant, dans Le Temps retrouvé, il compare tout le monde à des animaux. Il les transforme tous. Donc là, on a cette femme qui s'est transformée en monstre, haletant, géniant, etc. On retrouve le cri du lapin. Elle pousse des cris, cette femme, en train de mourir. Elle se transforme en bête. Le lapin était peut-être silencieux, on ne sait pas trop. Enfin, si, Françoise nous dit qu'il est silencieux, mais en tout cas, l'humain crie quand il agonise. Et ce qui me semble aussi intéressant, mais on ne peut pas rester trop longtemps non plus dessus, c'est l'idée qu'il y a dans l'agonie un aveuglement qui se passe. C'est-à-dire que pour passer dans cet autre monde, pour passer dans l'autre, et Proust doit aller dans l'autre monde avec sa grand-mère, il est, comme tous les grands écrivains, il va dans les Champs-Élysées. Comme dans tous les grands mythes, il traverse les enfers, Énée, Osiris, tout ce que vous voulez. Proust fait partie de ces gens qui descendent dans le royaume de la mort. Et il accompagne sa grand-mère, il accompagne une humaine dans le royaume de la mort. Et quand il arrive dans ce royaume de la mort, il voit un zoo, une bête qui remue, et il a perdu sa grand-mère. Donc il n'y a pas plus fort sur la mort, je dirais. Sur la perte. Ma grand-mère, où était-elle? Ben, elle est où? Elle est dans la recherche du temps perdu. Elle va être dans ce mouvement de recomposition, de remontée de la bestialité ou de l'animalité primitive, voire d'une forme de vie antérieure même au règne. Voilà. Et c'est Proust qui va, par l'écriture, comme Orphée, pouvoir nous donner à lire la mort. Et pourtant, ça ressemble à quelque chose de l'ordre de l'indicible. Lire la mort ou lire la faim, ou à travers les bêtes, les insectes même, vivre ou ressentir la jouissance de l'univers. Donc, il nous reste presque plus de temps. J'aimerais quand même laisser les gens poser quelques questions. Donc, si on peut très rapidement parcourir la dernière citation, et là, ce n'est plus de la recherche, mais d'une lettre à Gaston Gallimard que tu cites de la correspondance de Marcel Proust, où il y a question effectivement de ce que je viens d'évoquer. Et donc, d'accord. Un passage un peu rapide après très bien, je vais pas m'attarder. La ponctuation de la mort, voilà. D'accord. Et je partage l'écran. Donc, dans la citation 6 que je ne lis pas, le narrateur s'est comparé à un hibou. D'accord. Voilà.
Et donc là, dans la citation numéro 7, on est dans une lettre du 3 octobre 1922 à Gaston Gallimard, qui est l'éditeur de Proust. Et Proust est déçu parce qu'il voudrait que Gallimard travaille un petit peu plus à la diffusion de ses livres, des livres qui sont déjà sortis, puisqu'il y en a un certain nombre qu'il a déjà écrits, qui sont encore un peu à l'état de brouillon, mais qu'il n'a pas sortis. Et il va bientôt mourir. Hein. Donc c'est Proust sur son lit, ça fait 15 ans qu'il vit dans son lit, et voilà ce qu'il nous dit juste avant de mourir. D'autres que moi, et je m'en réjouis, ont la jouissance de l'univers. Je n'ai plus ni le mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Aussi, expulsé pour ainsi dire de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire, et j'ai à leur égard la précaution de la guêpe fouisseuse sur laquelle Fabre a écrit les admirables pages citées par Metchnikoff et que vous connaissez certainement. Recroquevillée comme elle et privée de tout, je ne m'occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l'expansion qui m'est refusée. Alors, quand je parlais de chamanisme ou d'entrer dans le monde des morts à travers l'animal, on voit très bien comment ici, on a une comparaison qui revient complètement et tout le temps chez Proust, qui est la comparaison avec la guêpe, le bourdon. Ce sont des insectes très importants dans la recherche du temps perdu. Donc, il avait déjà comparé Françoise à une guêpe fouisseuse, un hyménoptère, dont parle l'entomologiste, le spécialiste des insectes Jean-Henri Fabre. Donc, c'est lui qui est cité, hein. C'est l'auteur des souvenirs entomologiques. Et Metchnikoff avait écrit aussi là-dessus. Peu importe. L'essentiel pour nous ici, c'est qu'on a au niveau stylistique, comment est-ce que Proust va expliquer finalement qu'il est en train de mourir et qu'en même temps, en mourant, il essaye de nous donner accès à l'essence même de ce qu'il est, à savoir son livre envisagé non pas comme une grande œuvre, mais comme une sécrétion, comme une sortie charnelle de soi. Eh bien, il se compare donc à une guêpe et il va employer au niveau syntaxique une série de petits mots qui sont tous des petits mots qui connotent la négation. D'autres que moi, et je m'en réjouis, ont la jouissance de l'univers, positif. Et après, on part sur la soustraction et la négation. Je n'ai plus ni le mouvement, ni, de ne pas souffrir. D'accord ? Je ne m'occupe plus que de leur fournir, à travers le monde des esprits, l'expansion qui m'est refusée. Tant retrouvé, refusé, etc. Là, on est rentré, je dirais, dans, comment vous dire, un motif fondamental de la création proustienne qui est celui du nourrissage. On était tout à l'heure dans la basse-cour, on était tout à l'heure dans des tragédies d'arrière-cuisine, comme le dit Proust. Eh bien, on revient à une forme de cuisine, mais cette fois, c'est plus la bonne Françoise qui est en train de nous faire à manger, c'est une guêpe carnivore. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend des proies vivantes, d'accord? La guêpe fouisseuse, c'est ça, hein, elle prend des proies vivantes et puis elle les place sous la terre, dans son nid, à côté d'une larve, de ces larves, et elle les met autour. Comme ça, la larve de la guêpe, quand elle va commencer à vouloir se transformer, etc., elle va pouvoir dévorer des animaux qui sont vivants, mais qui ont été anesthésiés par le poison de la guêpe. C'est à ça qu'était comparée Françoise. Et Françoise la bonne, celle qui sait que les bêtes parlent, eh ben, Françoise la bonne est une guêpe fouisseuse. Et que nous dit Proust dans un texte qui ne fait pas partie de la recherche, mais qui est une lettre? Il nous dit que lui-même, il est une guêpe fouisseuse. Il nous dit que lui-même, il est Françoise. Il nous dit que lui-même, il sait très bien que les poulets et les lapins crient. Merci. Merci beaucoup Anne de cette belle interprétation de ce passage, mais aussi de nous avoir lancé dans ce monde d'altérité, mais d'altérité animale qui
devient nous, ou nous devenons cet autre, mais cet autre qui nous inclut, qui nous comporte, puisque l'humain, c'est aussi une espèce parmi les autres. Merci beaucoup pour cette lecture. Et ce que j'aimerais faire maintenant avec vous, c'est de vous laisser la parole. Donc, pour tous ceux qui voudraient poser des questions, il nous reste encore quelques minutes. C'est à vous. Voilà. Naomi Segal, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez, avant même qu'Anne dise, voilà, le petit chaperon rouge est redevenu, est là. Donc, je ne sais pas si c'était une question, une remarque ou une manière de dire qu'on retrouve chez Proust aussi toute, comment dirais-je, toute une mythologie des bêtes qui étaient déjà représentées dans la littérature. Ce n'est pas uniquement les bêtes en elles-mêmes, mais c'est aussi la lecture de bêtes, donc les représentations bestiales de la littérature. Il y a tout un fond comme ça, littéraire aussi. C'est une remarque, je ne sais pas si c'est une question. Non, ça m'est passé par la tête quelques secondes avant que Anne l'a remarqué pour nous tous. Alors, non, j'ai rien à demander, mais je vous remercie beaucoup pour cette belle lecture. Ouais, merci pour votre remarque, hein, qui est tout à fait juste. Quand on sait qu'en plus la mère de Proust l'appelait mon loup, mon petit loup, qu'avec un de ses amants il s'appelait mon rat, mon petit rat, etc. Enfin, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il aimait tellement les rats. Sans doute. Roselyne, tu avais une question? Oui. Non, juste partager une toute petite remarque concernant la dimension phonétique de la consonne S. J'ai remarqué que lors du commentaire du premier exemple, vous avez rassemblé des mots autour du concept de douceur. Et puis, par la suite, il y avait plein de mots comme sécrétion, souffrance, sadisme et d'autres encore, nourrissage, que vous venez d'utiliser maintenant. Et ça m'a fait penser à deux motivations qui peuvent être parfaitement coexistantes de la littération. C'est-à-dire que la consonne, et n'oublions pas que le S est une sifflante sourde qui est considérée par les phonéticiens et aussi les phonéticiens qui font de la poétique, même pas comme un son, mais comme un bruit, et un bruit désagréable. Mais d'un autre côté, on sait bien que la littération, elle peut être comme un signal de surdétermination des mots-clés. D'où le fait que dans douceur, c'est-à-dire le son S dans douceur ne dit pas la douceur. Ils permettent une logique de rapprochement avec d'autres mots-clés. Tandis que probablement, et Gallia à la fin de la discussion parlait du serpent, il peut y avoir simultanément une sorte de nomatopée, c'est-à-dire que le S étant le sifflement du serpent. Et à part ça, quand vous avez parlé du sadisme de Proust et aussi de cette ambivalence entre le sadisme et l'autre concept, il y a une correspondance entre le travail de communication par l'allitération, les figures de consonance, et le contenu que je trouve extrêmement intéressante. Et j'en profite, vraiment pas par politesse, mais parce que je pense sincèrement, merci pour cette conférence passionnante. C'est moi qui vous remercie. Bon, ce que vous me dites, c'est fantastique pour moi. Alors, je ne voulais pas dire que le S est doux, et vous l'avez très bien senti, mais vous l'avez dit, voilà, vous m'avez donné les mots pour le dire. Hein. Et on peut penser à Racine, hein, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, etc. Racine, qui est l'auteur phare, non seulement à la recherche du temps perdu, mais de la relation entre la mère, Madame Weil, Adèle Weil,
entre la mer et Proust, d'accord, où ils passent leur temps à fonctionner sur des citations de Racine. Et donc merci beaucoup pour voilà, m'avoir sorti, je dirais, du lexical pur et avoir remis de la structure à partir des allitérations. Merci beaucoup. D'autres questions, remarques? Je pense que nous devrions tous et toutes reprendre notre Proust, mais cette fois-ci avec cette nouvelle optique, cette nouvelle perspective qui est la tienne depuis un moment. Si on avait consacré tout notre temps à la zoopoétique, tu aurais pu peut-être nous raconter comment ce domaine a évolué, comment ta pensée a évolué, comment est-ce que tu es arrivé à appeler ce domaine la zoopoétique et qu'est-ce que c'est que les animality studies. Mais je laisse l'auditoire sur sa faim et j'invite tout le monde au repas qui suit, en fait au repas imaginaire qui suit une conférence avec une lecture que je vous propose, que je vais vous communiquer par mail, d'une ou deux textes, des articles d'Anne Simon sur cette question. Voilà. Merci beaucoup Anne. J'étais très heureuse d'être voilà, avec vous. Et puis, oui, j'espère qu'on pourra reprendre le dialogue vraiment en présence. Et puis, voilà, là, c'est moi qui ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on discute encore plus. C'est de ma faute. La prochaine fois, ce sera peut-être en présentiel et en prenant ce grand oiseau un peu gris qu'on appelle l'avion. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous dis au revoir. Et Galia, bien sûr. Merci, Galia. Au revoir. Au revoir. Au revoir.